Alors aujourd'hui, dans les montagnes de l'Ain notamment, c'est les sapins et les épicéas qui dépérissent très vite, en quelques semaines ou quelques mois. Et les premières actions qu'on met en œuvre, c'est un petit peu dans l'urgence d'essayer de récolter très rapidement les arbres qui rougissent, les arbres qui sèchent. Alors d'abord parce que pour les épicéas, avec la piqûre de l'insecte scolite, il y a un arrêté réglementaire qui demande à ce que les arbres soient récoltés rapidement, de façon à contenir le développement des insectes ravageurs. Donc il y a une question de sanitaire. Et puis deuxièmement, ces beaux arbres qui dépérissent, c'est des dizaines voire des siècles de sylviculture, des générations de forestiers et de propriétaires forestiers qui s'en sont occupés. Donc c'est aussi une volonté de ne pas gâcher tout ce travail. Donc c'est une course contre la montre qu'on perd souvent parce que le dépérissement il va beaucoup plus vite que ce qu'on aurait imaginé. C'est vraiment quelque chose sans précédent qu'on est en train de vivre depuis 2018. Mais tous les forestiers, tous les propriétaires de forêt, ils font le maximum pour essayer de récolter l'arbre quand il a encore ses propriétés mécaniques économiques, qui peut être utilisé dans la construction, qui peut être valorisé pour avoir une deuxième vie. Donc c'est aussi ça, c'est cette volonté de faire quelque chose de ce bois qui meurt. On ne récolte pas tout, c'est très bien aussi d'avoir du bois mort en forêt. Tout a une utilité dans la nature, hein. Il n'y a pas de problème, la nature saura quoi en faire, mais on essaie quand même de récolter le fruit du travail qui a été engagé. On a plein de professionnels dans l'Ain qui travaillent dans les scieries, les menuiseries, les charpentes, et ces produits-là, ils en ont aussi besoin. Alors, une fois qu'on a réagi à l'urgence avec des coupes pour récolter les arbres dépérissement le plus vite possible, on s'interroge aussi sur on sait aujourd'hui que ce phénomène de dépérissement, il s'installe dans le temps. Si certains pensaient qu'en 2-3 ans on serait sorti d'affaire, c'est pas le cas. Et on s'installe dans une nouvelle façon de fonctionner des forêts, avec des sécheresses plus prononcées, des canicules plus prononcées, et donc des mortalités d'arbres qui vont continuer. Donc on cherche à comprendre, est-ce qu'il y a des secteurs particulièrement exposés? Est-ce que les images satellites peuvent nous aider à prédire comment vont évoluer les peuplements? Et on innove beaucoup et on a pas mal de pistes. Donc ça, c'est la deuxième urgence. Quand on accepte le fait que c'est une crise qui n'est pas que passagère, on commence à se poser des questions. Est-ce que ce sol finalement convient aux sapins et l'épicéa? Est-ce que j'ai intérêt à récolter tout un peuplement ou est-ce que je peux laisser encore des arbres sur pied? Chaque fois qu'on peut, on essaie de conserver des arbres et une ambiance de forêt. On essaie aussi, effectivement, passer la sidération du début de crise, de prendre un petit peu de recul et de se dire tous les arbres que je peux laisser, c'est aussi un atout pour le futur de la forêt et l'arrivée des nouveaux arbres, des jeunes arbres. Donc il faut miser aussi avec ce qui reste en place et ne pas céder à la panique. Mais ça demande tout un processus d'acceptation et puis l'acquisition de nouvelles connaissances techniques qu'on n'avait pas forcément en 2018 au démarrage de la crise. Alors c'est une question très délicate parce que pour imaginer la forêt de demain, il faut imaginer le climat de demain d'abord, pour bien comprendre quelles espèces vont être en place dans le climat de demain. Les forestiers, ils s'appuient sur les travaux du consensus scientifique du GIEC et une orientation que la France, au niveau gouvernement, prend, c'est vivre dans une France à plus 4 degrés en 2100. Ça veut dire concrètement qu'on aura un climat à Lyon qui sera proche de celui de Rome aujourd'hui en 2100. À 1 heure de voiture d'ici, donc, il y aura un climat équivalent à celui de Rome. Voilà une première hypothèse qui dit des choses sur le manque d'eau, les sécheresses estivales, les canicules estivales, l'exposition aux feux de forêt, etc., etc. On sera aussi quand même en zone de montagne, donc on aura encore quelques hivers très froids. Et là, on commence à comprendre quelles sont les contraintes qu'il va falloir prendre en compte pour choisir des bonnes espèces. Choisir des bonnes espèces, c'est quoi? On a des catalogues documentés scientifiquement qui nous disent sur le globe, à un endroit donné, il y a des sapins qui poussent en altitude, mais dans des conditions très sèches, très chaudes en été, très froides en hiver, et qui pourraient tout à fait convenir au climat que vous aurez ici en 2100.
Donc il faut toujours se dire, ça existe quelque part et je vais les tester à tel endroit. Sachant que là où c'est actuellement, il y a aussi le changement climatique. Donc c'est aussi une course contre la montre. Il faut aller chercher ces essences maintenant, cultiver les graines, les reproduire, les tester. Et on va tester plein de choses parce qu'il ne faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce sont des hypothèses qu'on fait, on peut se tromper, mais si on ne tente rien, on paiera un prix beaucoup plus cher. Après, on ne va pas remplacer tous les arbres d'une forêt. C'est une partie de la stratégie et c'est peut-être 10 ou 20% des arbres. On va aussi miser sur la capacité de la nature et le potentiel de génétique qu'on connaît très mal en fait chez les arbres forestiers pour que des jeunes arbres soient capables de s'adapter. Et il y a des choses qui viennent toutes seules. Autour de nous, là, on a des jeunes arbres qui poussent dans un climat qui n'est pas du tout celui de leurs ancêtres. Ces grands arbres-là, ils ont vécu des choses, ils ont 120, 130 ans, ils ont poussé dans un climat qui n'est pas du tout le même. Ces petits êtres-là, ils ont déjà connu des sécheresses, des canicules, donc on peut supposer que certains d'entre eux, peut-être 1%, 1 pour 1000, seront assez adaptés en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va jouer sur les deux tableaux. L'écosystème en place et sa capacité d'adaptation, ça va être le choix majoritaire, et puis l'introduction d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D, de nouvelles espèces qu'on va aller chercher ailleurs et qui peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu à terme. Le but, c'est d'être sûr d'avoir une forêt en 2100.